Beaucoup d'entre nous rêvons d'être entrepreneurs, mais finalement, peu franchissent le pas vers cet inconnu, vers cette peur du vide, vers ce rêve de créer son entreprise. Mais du courage, et oui, il en faut du courage pour lancer une nouvelle marque de montre. Eh bien, vous savez quoi? On va essayer de comprendre les ingrédients qu'il faut pour lancer une nouvelle marque avec Pierre Guerrier, le fondateur de la marque Riskers, qui va nous raconter son aventure dans un nouvel épisode de Start-Upper. Salut Pierre, ça va? Très bien Xavier. Alors, t'es un peu maboule et tout ça au point de monter ta boîte? Il faut croire, oui. Eh oui, vous avez vu, en plus il a la banane, et être entrepreneur avec le sourire, c'est super. J'ai une question très directe. La signature de Riskers, c'est Design for Bravery. Bravery, bravoure, courage, ambition, ça veut dire plein de choses. Donc c'est un peu toi, ou c'est le message que tu veux donner derrière ta marque? C'est ton parcours à toi? C'est un peu tout ça en même temps, Ouais. effectivement. Bien sûr, il faut du courage pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bon, d'abord, c'est un courage d'équipe, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai un associé, j'ai toute une équipe d'entrepreneurs soudés derrière le projet. Comment il s'appelle ton associé? Mon associé s'appelle Thomas Noël. Thomas Noël, bon, je ne la fais pas, hein, je te l'ai fait tout à l'heure. Oui, c'était pas mal. Eh oui. Vous êtes connus comment? On s'est connus, c'est un vieil ami. Ouais. C'est un vieil ami qui vient du domaine du service, qui lui est un serial entrepreneur. Ouais. Donc, habitué à monter des business. Donc, Ouais. c'est un partenaire essentiel parce que moi, j'ai pas du tout ce background-là. Donc, Ouais. on se complète très bien. Ouais. Donc Riskers, vous l'avez monté quand? Alors, Riskers, on a commencé à partir de la page blanche début 2018. Oui. Et en fait, on a lancé notre collection sur Kickstarter en novembre 2019. Ok, vous avez levé combien? On a vendu à l'époque 300 montres Ouais. en précommande, et puis ça nous a permis de lancer une production de 1000 à 1500 montres. Tu l'as amené ce premier modèle? Comment? Tu l'as amené ce premier modèle? Je l'ai au poignet. Ah là, oui, attendez, parce que là... attends, 300 montres sur Kickstarter pour un modèle avec un prix de vente prévu et qui était discounté, c'est ça le modèle? Qui était de discounté Kickstarter. selon les critères un petit peu de Kickstarter, donc c'est Ouais. vrai que les prix étaient très attractifs. Mais c'était une bonne opération quand même, 300 montres. C'était une... Ah oui, c'était une bonne opération parce que le timing a été quelque chose qui a toujours été un petit peu compliqué pour Riskers parce qu'on a eu un phénomène d'encombrement sur Kickstarter au moment où on se lançait. Ouais. On Donc tu veux dire qu'il y avait d'autres Il y marques? avait beaucoup de choses. Les gens étaient aussi un petit peu saturés, mais finalement, nous, on était très contents. L'objectif, c'était de lancer une production de montres suffisante pour pouvoir nous lancer. Et l'objectif était atteint, on était très contents. Il va pas vouloir que je l'essaye cette montre, je le sens les amis. J'ai du mal à la garde lâcher. au poignet, il a du mal à lâcher. Et oui, un c'est la sienne et deux c'est la première. Alors, en plus, celle-ci, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'elle porte le numéro 21, qui est mon numéro fétiche. C'est vrai? C'est mon anniversaire le 21 mars, donc voilà. Ah bah écoute, c'est pas mal et tu sais que c'est le jour du printemps. C'est le jour du Aussi printemps. Un moment extrêmement important dans l'astronomie, l'astrologie, etc. et toute la magie de l'horlogerie. Alors, Riskers, c'est un concept quand même très lisible, très compréhensible, qui est bien résumé, inspiré des montres de Gouzet, si je comprends bien, avec un protège-couronne qui est en fait une bélière. Qui est une Si j'ai bélière. tout compris. Oui. Bah, en fait, l'idée... Tu peux l'essayer? Oui, Ouais. à fond. L'idée, c'était, on avait un objet qui nous trottait dans la tête depuis le début de l'aventure, c'était la montre des tranchées. Ouais. Qui était en fait l'histoire de la montre des tranchées, c'est finalement une histoire d'hommes ordinaires que sont des poilus, qui se retrouvent face à quelque chose de totalement hors norme, pour lesquels ils n'étaient pas préparés, ils ont dû s'adapter, ils ont dû trouver des ressources de courage à l'intérieur d'eux, et il y avait une histoire de montre qui était rattachée à tout ça. Ils avaient des montres de poche qui, pareil, n'étaient pas faites du tout pour les tranchées. Ils n'avaient pas besoin d'ailleurs de lire l'heure trop souvent. Quand ils étaient dans les champs, ils avaient l'angélus qui sonnait, enfin, ils savaient toujours dans quel moment ils étaient dans la journée, ils n'avaient pas des rendez-vous à heure fixe comme nous aujourd'hui. En revanche, dans les tranchées, ils se retrouvent dans un univers où ils ont beaucoup de rendez-vous à des heures précises, des départs en patrouille, des tirs d'obus dont on sait, en fonction du calibre et du sens du vent, à quel moment ils tombent sur les positions. Donc ces hommes-là, tout à coup, se retrouvent avec des montres de poche qu'il faut sortir constamment. Et comme c'était des gens très créatifs, ils ont inventé finalement la montre bracelet dans les tranchées. Les marques ont d'ailleurs emboîté le pas tout de suite. On voit le fameux modèle LIP, la montre de la victoire. Donc voilà, donc nous on s'est dit, il y a une belle histoire humaine dont on ne savait pas trop quoi faire au début. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait une montre qui célèbre les poilus? Ça nous paraissait
un petit peu trop limitant. Mais surtout, ce qui nous intéressait aussi, c'était l'objet. C'est-à-dire, on repart de la Monte Gousset, qui est finalement un territoire d'inspiration parfait, parce que c'est l'objet, c'est un peu la Madeleine de Proust de l'horlogerie, c'est l'objet, la dimension parfaite, un objet sensuel. Et il y a ce côté asymétrique qui va être créé autour de la transformation pour la mettre au poignet. Et on s'est dit que c'était génial pour un bon designer de lui tordre un peu le cerveau, lui dire tu vas réexplorer quelque chose de parfait et tu vas lui rajouter quelque chose qui va créer de la dissymétrie, tu vas devoir recréer de l'harmonie, du beau autour de ça. C'est ce qui fait qu'elle est en 43 mm. Alors c'est ce qui fait qu'elle est en 43 mm. C'est ce qui fait, excuse-moi les amis, la montre de Gousset ou de poche, ça fait 55, 60, parfois plus. Oui. D'où le fait que pour garder cette proximité, cet ADN, vous l'avez fait en 43. Oui. Ouais. Ça a été une longue discussion, 43, 45, 42. Ça a été une très longue discussion. Après, on s'est rendu compte que certains poilus, d'ailleurs, avaient piqué les montres de leurs femmes, parce que quand ils les mettaient sur le poignet, effectivement, le diamètre était imposant. Donc, ils prenaient les montres de leurs femmes pour les mettre sur le poignet, donc c'était assez rigolo. Non, en fait, l'idée, c'était ça, c'était respecter quand même un beau volume, pour bien rappeler le côté sensuel, la prise en main d'une montre de poche. Ouais. Et ensuite, le designer était obsédé par l'épure. C'est qui le designer ? Malo Lebeau, et qui lui était un obsédé de l'épure, et il voulait que la montre reste très élégante, respire. Ouais. On voulait donner une grande place au verre, et c'est vrai qu'un petit diamètre aurait ramassé l'esthétique. On aurait été sur quelque chose de plus brouillon, de moins luxe, de moins élégant. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de créer un objet, un bel objet design. Donc c'est vrai qu'on s'est donné un petit peu le luxe d'être segmentant un petit peu, c'est aussi ce qu'on attend des jeunes marques. Justement, ça, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, vous avez bien compris, c'est le principe de start-upper avec des jeunes marques, le sujet c'est de comprendre en fait pourquoi ils le font ça. Donc là on a compris que c'est la source d'inspiration, mais j'aimerais qu'on aborde deux sujets moi qui me paraissent essentiels. C'est pourquoi avoir voulu faire une montre, comment dire, un message. Bah, tu parles des poilus, donc forcément la guerre, les morts, l'horreur, l'atrocité, mais j'imagine un rapport avec Riskers, j'imagine c'est du franglais, hein, risquer sa vie. Toi tu risques en étant entrepreneur, je le dis sincèrement parce que vous le savez les amis, je le suis moi-même. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes allé sur une logique de message et pas simplement sur on fait un design? Il y a plein de marques qui se lancent avec des beaux designs, après ça plaît ou ça plaît pas, chacun voit midi à sa porte. Mais vous y mettez un message, et pour le coup, le message, c'est aussi la relation avec les associations, on va dire ONG caritatives, qui sont associées à chacun des modèles. Ou alors, je n'ai pas compris ce que vous faisiez. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que l'amour des tranchées, tu nous montres un message quelque part. Ouais. Elle a été transformée par nécessité, d'où aussi la baseline de la marque, elle a été transformée par nécessité. C'était une montre chargée de beaucoup d'émotionnel, parce que j'imagine que quand les poilus l'avaient au poignet ou qu'ils la regardaient, ça leur rappelait leur maison, ça leur rappelait les leurs. Je pense que c'est un objet sensuel qui est doux, c'est quelque chose qui envoie beaucoup d'émotions. Et on est dans une époque, je crois, on en discutait avec mon associé, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on est un petit peu omnibulé par toute cette mode des séries sur les super-héros. On ne compte pas le nombre de films, de séries, de dessins animés, de jeux vidéo qui est autour de cet univers-là. On s'est dit, mais en fait, au final, il y a une soif. Les grandes franchises, hein, Marvel, Star Wars et compagnie. Exactement, et on s'est dit, mais nous, on est entouré de héros, finalement. On est entouré de héros du quotidien, qui font des tonnes de choses, qui redonnent du sens au lien social, qui sont quelque part les héritiers de ces poilus qui sont tous sortis pour une cause commune. Hein. Donc on s'est dit, mais au final, cette montre doit rester un message. Et il y a une telle soif d'authenticité qu'on pourrait créer une marque dont 100% du contenu sera un contenu réel. On n'invente rien. Donc on raconte que des histoires de personnes, on identifie des personnes porteurs d'un message de courage et de don de soi dans des domaines très différents, et finalement la marque devient une espèce de carrefour de rencontre entre des personnes qui sont inspirées par ces modèles-là et des personnes qui vont témoigner. Ouais. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a 4 références par chapitre, d'accord, et chacune des références avec des cadrans de couleurs différentes. Je pense notamment une en cadran bleu. Tu l'as amenée celle-là? Oui. Elle est associée à une association. Oui. Alors que celle-ci, qui est là, chapitre 1, c'est ça? Pas mal. Pas mal les amis quand même, hein, est associée à une autre. Alors la bleue, tu l'as amenée ou pas? Je l'ai amenée, oui. Ah, fais voir. Je pourrais l'essayer aussi?
Bien sûr. Ah, là, il y a une superbe pochette, les amis. Là, c'est différent. Je n'ai pas essayé. J'ai essayé, pardon, la montre du maître de cérémonie. Pochette en nylon, sympa, etc. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus sport. Ah, quelque chose d'un peu plus sport, c'est l'offre Quartz. On a voulu quelque chose d'un peu plus décontracté. Ouais. Dont les couleurs nous donnent envie de partir au sport d'hiver. On est sur un beau cadran bleu. Ouais. Et donc cette montre est la Chapter 3. Son D'accord. ambassadeur est quelqu'un de très très intéressant. Comment il s'appelle? Pierre Muller, qui est guide, qui est d'abord urgentiste, médecin urgentiste, qui est médecin embarqué dans les hélicos de la sécurité civile qui procèdent à des sauvetages en haute montagne. Ah oui, donc le gros boulot au mois de juin-juillet avec, là, il est avec les quadraquinquas qui se disent bon, voilà. Si j'ai pas monté le Mont Blanc à 50 ans, j'ai raté ma vie. Exactement. Plus précisément, j'ai quand même un peu raté ma vie, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Et donc là, lui, il va les chercher. Et lui, il va aller les chercher. Lui, en plus, c'est un passionné de montagne, donc il est alpiniste. Il est membre de la Société française des explorateurs, ça s'appelle Jules Verne. Ouais. Donc c'est un type qui a plein de différentes casquettes, mais qui est vraiment incroyablement dévoué aux autres. Et donc il a... L'association où il est impliqué ou dont il est membre, c'est laquelle? Alors c'est une ONG qui s'appelle Douleurs sans frontières. Ouais. Ils sont là en fait pour déployer des protocoles de soulagement de la douleur physique et morale dans des pays pauvres ou qui sortent d'un conflit. D'accord. Et c'est quoi le deal que vous avez alors avec ces riskers, qui sont en fait des gens qui s'impliquent, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de notoriété, ils ne sont pas joueurs de foot, ils ne sont pas Instagrammeurs de légende avec des millions d'abonnés en faisant quoi? Je ne sais pas en fait. Ce sont des gens ordinaires. Ouais. Et donc cette assoce, tu as quelle relation avec elle? En fait, nous on a donc déjà les ambassadeurs. Nous on fait vraiment la distinction entre ce qu'on appelle des ambassadeurs et des influenceurs. Pour nous, les ambassadeurs portent un petit peu l'univers de la marque. Ouais. Donc on les choisit pas en fonction de leur notoriété, on les choisit. Voilà. Ouais, mais par contre, toi, tu reverses une partie de tes bénéfices, de ton chiffre d'affaires pour chaque montre. Oui. Pour chaque montre. Pour chaque montre vendu. Pour chaque montre vendue, on reverse une part des ventes. Et surtout, on sert de tribune aussi à ces associations qui, pour la plupart, ne sont pas très connues. Bon, je ne parle pas de Bleuets de France et Enfants du Mékong qui ont une certaine couverture, mais là, en l'occurrence, Douleurs sans frontières, c'est une petite ONG et qui a besoin encore de beaucoup de visibilité. Donc forcément, les amis, je vous invite à aller voir le site internet de Douleurs sans frontières. Mais la vraie info, au-delà de ça, comme ça vous pourrez vous aussi contribuer, c'est que Pierre a accepté d'offrir une montre aux abonnés de la chaîne. Donc cette Riskers chapitre 3. Chapitre ou chapter? Chapter 3. Chapter 3, parce qu'on est quand même dans l'anglicisme, mais il ne le sait pas, on est sur Dailyshoots, une chaîne francophone. Donc c'est la chapitre 3 qui est à gagner avec un tirage au sort, 43 mm. C'est la même finition, le même boîtier, c'est vraiment un modèle Riskers. Celle-ci est avec un calibre à quartz Ronda de mémoire. Pour la gagner, c'est assez simple, il faut participer, vous le savez, c'est un peu le mode de fonctionnement de Start-Upper, à un tirage au sort. Et pour cela, remplissez un formulaire sur www.dailyshoes.fr/riskers, R-I-S-K-E-R-S. C'est bien ça, et la date apparaît à côté de mon doigt, c'est la date de fin du tirage au sort. Chapter 3, Chapter 1, ok, mais j'ai eu l'impression qu'il y en a une qui s'appelle Prologue. Alors je t'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à saisir Prologue, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, sachant les amis que ce que je comprends, c'est que la Chapter 1 est sortie avant la Prologue. Oui, alors bien sûr, enfin la Chapter 1, elle a quand même deux particularités. La première, c'est que c'est la seule qui n'est pas en série limitée. Ok. Et Chapter 1, c'est celle que tu as? C'est celle que j'ai au poignet. Ouais. Auto, celle-ci est à quartz. Celle-ci est à quartz. Et son autre particularité, c'est que c'est un petit peu notre produit de référence. Ça a été le premier produit qu'on a designé. On a passé énormément de temps dessus. Et à partir de ce modèle-là, on a commencé à faire des déclinaisons sur les autres modèles. Ok, je comprends. Donc, Chapter 1, auto, pas série limitée. Non, numéroté. Oula, là on rentre dans la subtilité, les amis, que j'aime beaucoup. La différence entre la série numérotée et la série limitée. La numérotée, elle a un numéro. La numéro qui s'incrémente sans limite. Voilà, ça permet de compter les possesseurs. Ok. Donc celle-là, tu m'as dit que c'était un proto. Non, 1058, c'est la numéro 0. Et il y en a 1058. Pourquoi il y en a 1058? Alors celle-là, d'ailleurs, c'est un proto.
Ouais. Donc la gravure n'est pas la bonne. Celle-là, Ok. il y en a 1096. Alors pourquoi? Alors 96, ça représente l'année de fondation de Douleurs sans frontières. On essaye à chaque fois de trouver des numéros un petit peu symboliques pour continuer à raconter l'histoire dans chaque détail Ouais. de la montre. Ok. Après, les autres séries limitées ont toutes effectivement un petit symbole. On a le Chapter 2 qui... Donc il y a toujours un numéro en quantité limitée qui correspond Oui. au partenariat. Au partenariat avec soit l'ambassadeur, soit avec Ouais. sa cause, il y a toujours un petit clin d'œil. Ok, je comprends. Donc tout a démarré sur Kickstarter. Là, on est au chapitre 3, mais il y a le prologue, donc ça en fait 4. Oui. D'accord. Donc j'imagine qu'il y en a une 5e, 6e, etc. Comment, j'imagine, il y a la suite là qui va arriver. Ouais. Alors, Il est timide, il veut pas le dire. Hein. Non, mais tu nous dis ce que tu peux dire. ah non, bien sûr. Non, on a beaucoup d'idées. Ouais, mais je te laisse le temps comme ça de réfléchir à ce que tu veux nous dire, les amis. Il faut un peu d'expérience. Je le sens qu'il doit réfléchir. Ma question était vis-à-vis des associations. Oui. Justement, en considérant que tu as un chapitre 4, donc une 5e, c'est quoi la démarche? Il y a quelque chose de structuré ou c'est une affaire de relations, d'opportunités comme ça, et puis vous allez bosser avec telle association plutôt qu'une autre? C'est des rencontres humaines, j'imagine. C'est des rencontres humaines et avec le temps, on espère qu'avec l'accroissement de la communauté Riskers, on aimerait que même ça vienne finalement des personnes qui nous suivent, qui identifient eux-mêmes quelque part des héros anonymes qu'ils peuvent connaître et dont la trajectoire les inspire pour pouvoir créer une montre en collaboration avec eux. Enfin, on est vraiment ouvert à ça, on aimerait vraiment que ce soit une espèce d'échange profond entre nous et notre communauté. Eh ben, les amis, vous avez compris, n'hésitez tous pas les à nous abonnés de la signaler. chaîne, ben voilà, si vous êtes impliqués, vous connaissez une association, etc., qui a besoin de gagner en visibilité et qui a un sujet de réflexion, etc., vous m'écrivez via le site dailyshoes.fr et puis je vous mettrai en relation avec Pierre sur le sujet. Bon, tu as pu réfléchir là. Donc dans le tuyau, quels sont les trucs que tu pourrais nous dire? Il y a un autre format, un autre chapter avec un autre coloris, d'autres finitions, où clairement il y a un projet toujours dans la continuité en termes de design, mais avec, je sais pas, autre chose, une complication additionnelle, un truc. Alors, en fait, il y a 3 réflexions qu'on est en train de mener un petit peu ensemble. La première réflexion, c'est le comment. Ouais. C'est comment créer ces nouveautés. En essayant d'impliquer un petit peu, sans faire de démagogie, mais essayer de faire une démarche où, en fait, ce qui a toujours porté chance à Riskers, c'est d'embarquer les gens avec nous. Ouais. Et on leur a ouvert très très tôt nos coulisses. Et ça a toujours bien fonctionné. Maintenant, on aimerait bien réfléchir à un autre mode de participation. Ouais. On puisse embarquer les gens encore plus en amont de la création des montres. Ouais. Donc ça c'est un premier sujet de réflexion. Ouais. Le deuxième sujet de Embarquer réflexion... pour vous aider à imaginer un modèle en termes de design, de style, les embarquer dans une logique un peu footballistique, permettez-moi les amis, avec des socios, tu vois, des gens qui viennent contribuer financièrement avec au travers d'une association ou je ne sais quoi. C'est quoi ton idée? On a encore un stade de réflexion autour de ça, mais l'idée, ce serait en tout cas d'ouvrir les coulisses de la création, parce que beaucoup de personnes sont passionnées par l'aventure entrepreneuriale, passionnées par le produit, et aimeraient finalement, quelque part, voir comment ça se passe. Comment on design une montre, comment on part d'une idée à un dessin, comment du dessin on arrive à un plan technique, et du plan technique à un proto. Donc on se dit, mais comment nous, on pourrait ouvrir un petit peu les coulisses autour de ça. Donc c'est vraiment une réflexion. La deuxième réflexion, c'est de faire mieux ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire se dire, si on devait sortir une autre prologue, une autre chapter, finalement, en termes de partenariat, on irait vers qui et quel contenu produit. Et puis après, il y a un autre projet, il y a une prologue, il y a une chapter, il pourrait y avoir un épilogue qui serait un autre délire. Qui serait un autre délire, là on est vraiment dans quelque chose d'intemporel. Quel timing? On comprend bien que là c'est en phase de réflexion. Ouh là là, oui. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est ça l'entrepreneuriat, mais en termes de timing, c'est quoi? Alors en termes de timing, ça dépendra aussi beaucoup de nos phases Là on est en phase de recherche d'investisseurs, donc le projet Épilogue est un projet qui est assez costaud dans notre esprit, on va faire quelque chose d'un peu abouti sur une gamme un petit peu supérieure en termes de prix. Donc oui, je pense que le projet nous prendrait bien 1 an et demi, quoi. 1 an et demi, 2 ans. Mais encore une fois, peut-être en se disant, dans ce projet-là, est-ce qu'on n'embarquerait pas, au-delà d'un investisseur, mais est-ce qu'on n'embarquerait pas des
des passionnés autour de nous, pour qu'ils puissent aussi assister, même si ce projet est très long, qu'ils puissent assister aux coulisses du démarrage de ce projet. Ok, je comprends. Alors, il y a d'autres équipes quand même là-dedans. C'est que tu as, les premiers clients qui ont souscrit à l'opération sur Kickstarter, qui te fait déjà une bonne communauté. Toutes les montres que tu as vendues depuis, sur ces différents chapitres. En termes maintenant de sourcing, de partenariat avec tes fournisseurs, etc., comment vous y êtes pris? Tu es basé où déjà, toi? À Annecy. Annecy, ah oui, tu es quand même pas loin de la Suisse, et si tu n'es pas loin de la Suisse, tu n'es pas loin de Morteau, de Besançon et tout ça. Ouais. Donc tu as pris ta bagnole, tu es allé rencontrer des partenaires, des fabricants, des usineurs, des emboîteurs, etc. Et comment on passe? Parce que tu vois, tu exprimais pour ce qui pourrait être votre projet épilogue, pas dans le sens c'est le dernier, mais c'est la suite, d'intégrer des idées d'une communauté. Après, pour aboutir à un dessin, un design, des thèses, des trucs, un prototype, mais le prototype, il faut le faire fabriquer derrière. Vous avez galéré, c'est compliqué de trouver les fabricants, de faire tout ça. C'est un milieu un peu fermé quand même, non? C'est un milieu fermé, c'est un milieu qui a été secoué par des crises majeures, donc il est certain qu'ils ont besoin de se rassurer sur la robustesse des projets. Je dirais que nous, notre avantage, c'est qu'on avait tous un certain passé dans l'horlogerie, donc on a inspiré confiance, et puis on est arrivé avec une maturité de réflexion, et je pense que du coup, ils ont senti que le projet était sérieux. Ouais. Maintenant, il faut que ceux qui se lancent aient bien en tête qu'effectivement, ils vont être face à des personnes qui sont peut-être un petit peu anxieuses. Ouais. Alors nous, ça s'est fait assez naturellement, je dirais. On a mis bien sûr, on a essayé de mettre un petit peu en concurrence les différents partenaires, etc. Mais au final, il y a une espèce d'équipe qui s'est agglomérée autour du projet assez naturellement. Ouais. Et alors vraiment, il ne faut pas croire qu'on est que ça a été vraiment voulu, mais finalement, on s'est retrouvé quasiment la même équipe chez Richemont. On s'était tous lancés quelques années auparavant dans l'entrepreneuriat, et on s'est tous retrouvés autour de ce projet, donc c'était assez rigolo. Ouais. Entre le designer, donc Malo, entre finalement le juriste qui s'occupe de la propriété intellectuelle, Emmanuel, je bosse avec lui quand j'étais chez Piaget. L'équipe de prod, c'est un couple qui vient aussi de chez Richemont. Enfin, il y a une espèce d'univers qui s'est créé assez naturellement autour du projet. Ouais. Et qui fait qui t'a vachement aidé quand même. Qui a vachement aidé, parce qu'en fait on a les mêmes référentiels de qualité, on avait le même langage, les mêmes exigences, on n'est pas tombé dans toutes les facilités. Donc non, je pense que ça a été hyper vertueux. J'ai pas été chercher du prix, quoi. On a pris tout de suite de la qualité, parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui, si on a un taux de SAV quand même très faible, c'est quand même grâce à la robustesse à la fois la maturité du designer, la qualité de l'équipe technique qui a développé le truc, et après les équipes prod qui ont délivré un travail de qualité. Donc là, on a un calibre Swissmed STP-111, oui. C'est ça, un STP-111 qu'on a déjà vu sur la chaîne avec d'autres marques, qui est un clone. Clone ne veut pas dire, les amis, copie, contrefaçon, soyons clairs. Non, parce que les brevets sont dans le domaine public. Donc là, on est sur un clone d'un état 28-24, c'est ça, si je ne me trompe pas. Qui a été cloné de pas mal de façons. Oui, mais bien sûr. Donc on est sur du Swissmed. Ronda, c'est suisse aussi pour la version. Ronda, c'est suisse. Ouais. Voilà, et oui, les amis, 7 Riskers, chapitre 3, chapter 3, avec l'ambassadeur Pierre Muller. Oui, Pierre Muller. Pierre Guerrier, Pierre Muller. Et Guerrier Riskers, c'est pas mal quand même. Franchement, il est allé chercher loin pour trouver le nom de sa marque. 7 Riskers, chapitre 3, pour soutenir l'association Douleurs sans frontières. Tout à fait. Je vous invite bien évidemment à aller sur leur site. D'ailleurs, cette vidéo est diffusée avant la fin de l'année 2021. Donc si vous faites un don à l'association, ce sera dans votre intérêt fiscal pour votre impôt sur le revenu. Mais là, le sujet, c'est d'aller tout de suite et de revenir sur cet épisode sur www.dailyshoes.fr/riskers pour essayer de la gagner. Tu penses qu'ils pourront la recevoir avant la fin de l'année? C'est le but. Ah, c'est le but. Et oui, bien sûr. Donc, globalement, vous êtes une équipe issue du métier. Ouais. Donc, ça facilite un peu l'arrivée et votre capacité à vous présenter, parce qu'il y a des termes, il y a des codes. Manifestement, c'est ça qui compte. Donc, finalement, ton associé, qui n'est pas le designer, rappelle-moi son nom. Thomas. Lui, il venait pas de l'horlogerie. Non, et c'était une grande chance. Ouais.
Lui s'occupe des ventes. Lui s'occupe des ventes, du business développement, Ouais. du commercial aussi. C'était un peu le regard extérieur dont on avait besoin aussi pour quand on se trouve un peu trop entre professionnels du métier, ça devient très vite consanguin, on n'ose pas forcément toujours sortir de ce qu'on a déjà connu ou expérimenté. Donc on avait besoin d'un œil assez libre, assez extérieur. Il est quand même très passionné de montres. Oui, bien sûr, voilà. J'imagine. Donc il était vraiment à fond dans le développement de produits. Ouais. Et donc, comment on vous achète aujourd'hui? Si on veut acheter une Riskers, donc il y a votre site internet qui est www.riskers.watches.com. Et vous êtes en retail un peu? Et on est en retail. Donc on est chez Émile Léon, rue Royale, à Paris, Ocara, rue de Rivoli. À Paris, Médard à Versailles. Annecy naturellement, et puis on est dans un hôtel à la Rosière pour ceux qui vont skier à Noël. Ouais, où ça? C'est une station, c'est la Rosière, c'est une station qui est entre la France et l'Italie. Ok, ça fait dans votre projet là, et notamment pour la levée de fonds que vous cherchez à faire, l'objectif c'est d'accélérer la distribution justement indirecte avec des distributeurs autorisés. Alors le but c'est de se développer effectivement commercialement. Je pense que comme beaucoup, les distributeurs ont souffert énormément de la crise du Covid, il y a un effondrement du tourisme. Nous, ce qu'on va essayer de faire surtout, c'est essayer de susciter de l'intérêt autour de la marque en créant nos propres événements. C'est-à-dire qu'on va avoir une stratégie de pop-up store au niveau des capitales européennes. On va essayer de générer de l'intérêt, presse, digital, en invitant des distributeurs potentiels, horlogers ou pas. Aujourd'hui, pourquoi Riskers ne serait pas dans un concept store? Bien sûr. On est assez ouvert. Et surtout, un truc de calé déjà qu'on peut annoncer aux non, pas encore. Là, vraiment, on attend l'arrivée des investisseurs pour pouvoir, parce qu'on veut faire ça de façon qualitative avec des moyens, parce que c'est à la fois un événement vente, un événement commercial, communication. On veut faire des choses un peu robustes. Et en même temps, on ambitionne une entrée sur le marché chinois. C'est chaud ça. Avec une introduction 360. D'ici 4 ans, une montre sur 2 sera vendue par un Chinois. Donc c'est un marché qu'il faut absolument attaquer le plus tôt possible. Et l'avantage de Riskers, c'est qu'on a dans notre ADN la possibilité d'inculturer notre concept. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer des séries limitées dans chaque pays dans lequel on entre. Ce qui permet aussi d'avoir une entrée qui n'est pas trop démagogique dans les marchés où très souvent on arrive avec notre grosse artillerie lourde d'occidentaux. On a toujours la possibilité de garder bien sûr la maîtrise de notre style, l'aura de notre marque occidentale, mais en arrivant avec une histoire locale, je sais pas, on peut très bien arriver en Chine avec un Riskers qui est un médecin qui porte une cause. Et dans chaque pays, comme ça, arriver en essayant de respecter un petit peu le tissu social et culturel et en essayant de s'intégrer en profondeur pour trouver un écho et du sens. Donc ça veut dire qu'à terme, votre objectif, c'est finalement d'avoir le plus de séries limitées, parce que ça voudra dire que vous avez eu des associations avec X dizaines de personnes ordinaires qui font des trucs extraordinaires. Exactement, nous notre but c'est d'en avoir le maximum. L'avantage des séries limitées, c'est qu'on n'est pas sur un stress de la sortie de gamme en disant oh là là, ce modèle s'essouffle, il faut qu'on le sorte de collection, les détaillants vont pas être contents, etc. Une série limitée n'est jamais périmée, on n'est pas obligé d'ailleurs de la produire à hauteur du numéro indiqué, on peut l'arrêter quand on veut. Puis l'avantage, c'est que ça permet d'explorer, de ne pas rester figé sur des... Le but des associations, c'est aussi de les faire tourner, de les faire connaître, de donner à chacun sa chance, et que chacun puisse s'y retrouver aussi. Pour ta levée de fonds, donc les amis, vous savez que moi-même, je suis entrepreneur dans les nouvelles technologies, donc c'est un sujet que je connais bien. Dans les boîtes de tech, pas dans les marques horlogères, j'imagine que tu as une documentation qui est prête. Oh là là, oui. Voilà, donc si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés et qui se disent ouais, why not, moi je veux en savoir plus sur ce que raconte Pierre, etc., avec des données chiffrées, vous m'écrivez sur la chaîne et puis je vous mettrai en contact avec Pierre. Si on revient un petit peu au produit, ce qu'on voit tout de suite, c'est une grande montre, mais pas gigantesque non plus, 43 mm. Ce protège-couronne qui fait vraiment sa singularité, et on en a parlé au tout début, qui évoque la lavalière sur les montres de Gousset. Puis après, il y a quand même pas mal de trucs, parce qu'en la regardant depuis tout à l'heure, en fait, je m'aperçois qu'il y a en fait à la fois un verre qui est bombé, donc c'est un verre saphir. C'est un verre saphir. Verre saphir. Et j'ai l'impression que le cadran est, je ne sais pas quel est le terme,
fuyant, enfin, il est bombé lui-même. Il est en chute sur les bords. Ok. Et pour essayer de gagner en épaisseur, et puis on est bien cet esprit-là aussi, on a incurvé le bout de l'aiguille des secondes. C'est vrai. Voilà. Donc non, l'idée c'était de... La singularité de ce projet, c'est que Malo et moi, finalement, je crois que c'est une des premières fois où on a travaillé sur une montre à moins de 15 000 euros. Oui, les amis chez Richemont, ils ont... c'est quoi là? Ah non, on va pas le mettre dans l'embarras. J'allais lui demander quelle est la marque la moins chère ou la plus entrée de gamme c'est Baume & Mercier peut-être. C'est Baume & Mercier, c'est vrai. Baume & Mercier, mais disons que là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment essayer de... Pour ceux qui connaissent l'horlogerie, on a vraiment travaillé cette montre comme une montre de luxe qui pourrait être vendue 5-6 000 euros par une marque plus connue. On n'est pas du tout sur un modèle étampé, on est sur un modèle qui est usiné, donc ça veut dire que cette montre elle est façonnée, il y a différents composants, il y a la lunette, la carrure, le fond qui sont séparés, la bélière également, ce qui nous permet quoi? Ce qui nous permet d'avoir des lignes plus tendues, avoir plus de sophistication dans les courbes, et surtout d'avoir une alternance de finition assez poussée, parce qu'on est sur une lunette polie, sur une carrure qui est satinée avec des biseaux polis, et un fond polysatiné. Donc, et avec une prise en main, parce que pour le coup, les amis, j'avais en main, un vieil oignon, vraiment l'ancêtre de la montre de Gousset que mes beaux-parents m'ont offert. Et il y a une sensation avec une montre de poche, grande sensibilité, comme si on avait un galet qui a été poli pendant des années dans l'eau. Et là, on ressent la même chose. Et je trouve ça intéressant parce que, alors tu ne le sais pas, vous les amis, vous le savez, que j'ai une Royalo qui est, au-delà du fait que ce soit prisé ou pas, on s'en fout, mais qui est quand même peut-être le modèle le plus travaillé en termes d'anglage et de différence entre le polymiroir, le brossé, les traits tirés, etc. Là, tout est rond. Mais on retrouve toute la différence entre ici les chanfreins qui sont polis, un brossé qui est je ne sais pas s'il est brossé ou perlé. Il est brossé. C'est vraiment très très agréable au toucher, et le protège-couronne qui n'est pas agressif. On pourrait imaginer qu'il pourrait être un peu agressif et très arrondi. C'est un gros travail. c'est sympa. Et il y a un fond de boîte qui est... Il est quoi? Il est vissé, je ne sais pas comment l'appeler. Il est vissé. Il fait penser au clipsé d'une montre de bracelet des années 40, mais il est quand même vissé avec 4 petites vis, sans fioriture sur le fond de boîte. Alors ça, c'est comme une montre de poche. Exactement. Et puis bon, dans l'horlogerie, on était nombreux passionnés de produits à s'être agacés parce qu'avec la compliance, on marquait sans cesse. Il y a des marquages dans tous les sens sur les fonds de boîtier, à la fin on ne voit plus rien. L'idée c'était de revenir sur la marque leader qui vend le plus de montres, le plus cher, le leader de tout, les meilleurs de tout, dans plein de domaines, chacun voit midi à sa porte, ils ont quand même des fonds de boîte où il n'y a absolument rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux bien. Bien. Attends, j'ai une autre question pour toi. Là, c'est plus dans ce que ça signifie. Moi, je ne suis pas du milieu. Beaucoup des abonnés, si ce n'est tous, ne sont pas du tout du milieu de l'horlogerie. C'est quoi en fait réellement la différence quand tu travailles sur un projet d'une montre que vous positionnez aujourd'hui à combien? Modèle automatique est à combien? Il est à 1430. Ouais, et ce modèle-là? 590. Donc ce modèle à 590, là, Risqueur chapitre 3, douleur sans frontières. Et oui, il faut aussi aider les autres, c'est ça le partage. Est à gagner sur www.dailyshoes.fr/Riskers. C'est quoi la différence au quotidien? Quand toi et ton associé Malo, vous bossiez sur une montre où la target auto c'était 1300, 1400, la target quartz c'était 600, en quoi ça change le prix quand il travaille versus une montre qui va sortir à 15 000? En termes de design, ça ne change rien. Ou ça change? Ou en fait c'est derrière les produits, les matériaux, etc. Donc si c'est les produits et les matériaux, on est au-delà du design. Alors ça change bien sûr parce qu'on a 100 fois plus de contraintes techniques. On a une équipe, encore une fois je rends hommage à notre équipe technique qui a été très très bonne là-dessus, mais entre la pureté d'un design voulu par un Malo et la réalité, parce qu'en fait quand vous donnez à des industriels un prix cible, ils vont construire leur plan, ils vont imaginer tout le processus industriel de manière à ce qu'on rentre dans ce prix cible. Donc parfois... Mais c'est toi qui le donnes ce prix cible? Ah oui, oui. Donc toi tu leur dis, moi
ma lavalière, là, cette pièce-là, etc., je veux que tu la sortes à X euros. Oui. Alors, on leur donne un prix global. Ok. Eux, ils ont vraiment coordonné l'ensemble, bracelet compris, boucle comprise. Ok. Et là, on leur donne un cahier des charges assez précis et beaucoup trop ambitieux, bien sûr, par rapport au prix cible. Donc, eux reviennent avec des solutions et nous proposent, voilà, soit de faire des compromis sur la qualité des matières, je comprends, sur le design. Je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, c'est un travail itératif. Ah oui. Ouais. Et quand tu dis tout à l'heure, tu parlais toi-même de proto, entre le premier proto, hein, et celui où vous donnez votre bon à tirer, entre guillemets, c'est-à-dire go en prod, il y en a combien de versions? On a eu la chance de... Alors, ce qui change par rapport à une marque où on a vraiment beaucoup de moyens, c'est qu'on peut avoir plusieurs phases de prototypage. Les phases de prototypage sont chères. On a, nous, utilisé les nouvelles possibilités actuelles, c'est-à-dire qu'on a fait des impressions 3D pour déjà valider les volumes nous-mêmes, l'ergonomie sur le poignet, etc. Une fois qu'on était à peu près arrivé au bout de l'exercice, on a fait ce qu'on appelle une cire. Donc ça, c'est une modélisation, c'est une cire qui est gravée par laser et qui reproduit le volume de façon beaucoup plus précise. Donc là, c'est plus cher, mais c'est toujours moins cher qu'un proto. Donc ça, on s'était payé ça pour la mettre également sur le poignet et la tester. Et puis après, une fois qu'on était relativement sûr de nous, on a lancé la phase proto. Et on a eu du coup la bonne surprise d'avoir un proto qui était à 98% conforme à ce qu'on voulait. Donc finalement, on n'a pas eu besoin de relancer un round de proto. Je comprends. Elle donne le sentiment d'être fine, plus fine que ce qu'on pourrait imaginer avec un 28-24 entre guillemets, quel qu'il soit, que ce soit un Soprod ou un STP comme toi ou un Celita. C'est une vraie recherche que vous avez eue pour essayer d'avoir de la finesse, puisque tu viens de chez Piaget, ou c'est parce qu'elle est en 43, tout en faisant pas si grande que ça, et que, évidemment, l'épaisseur, c'est une affaire de proportion. Hein. Si j'avais une montre en 20 mm et qu'elle en fait, etc., il y avait quand même un ADN de on va pas faire aussi plat que Piaget, mais il faut quand même être bon sur le sujet, quoi. Ou pas du tout. Alors, mes collègues de chez Piaget, certains ont beaucoup ri en voyant la montre parce que j'étais un obsédé de l'épaisseur avant de quitter la maison. Non, je dirais qu'on a un petit peu oublié. Mais c'est ce qui fait qu'elle est réussie. Ce qui fait qu'elle est réussie. Alors après, la finesse, elle est aussi souvent la résultante de choix esthétiques. C'est-à-dire que par exemple, l'élément bélière, si vous remarquez, l'épaisseur au niveau du haut est plus fine que la bande de métal. En fait, l'obsession d'un designer qui sait designer des montres de luxe, c'est de casser l'impression une impression d'épaisseur qui peut rendre la montre grossière ou trop casual ou pas assez raffinée. Donc en fait, dans tous les choix qui sont faits, dans les choix de définition, dans les choix esthétiques, c'est toujours cette volonté de vouloir casser une impression d'avoir une trop grande surface qui n'est pas exploitée et pour donner à la montre un raffinement, quoi. Ok. On a compris que ton long terme était sur d'autres innovations avec un projet qui s'appelle Epilogue chez toi pour lequel tu lèves des fonds. À plus court terme, là, qu'est-ce qu'on peut demander aux abonnés de la chaîne? En quoi ils peuvent t'aider? Bien évidemment, les amis, je vous invite avec tous les visuels qui sont présentés pendant cette émission à donner votre avis. Ça vous plaît? Pourquoi? Ça vous plaît pas? Pourquoi? Ce qui est important, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux. Vous avez bien compris qu'ils essaient de soutenir via des associations des gens ordinaires qui font des trucs extraordinaires. Moi, je vous parle comme entrepreneur. Moi, je le ferai pas, ce qu'ils font. Alors peut-être parce que je viens pas du marché, etc. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un d'ordinaire, Pierre, qui fait pour moi un truc extraordinaire, c'est de monter une marque de montre. Donc, il faut l'aider. Et parfois, l'aider, c'est si ça vous plaît pas, vous le dites, mais vraiment avec dureté, mais avec des arguments. Et pas simplement c'est moche, c'est truc, c'est facile, c'est à quartz. Parce que ça va pas les aider à progresser. Donc, tu as besoin de quoi à part du feedback? Tu recherches stagiaire, alternant, salarié, tu recrutes, tu as besoin d'une agence, tu as besoin de développeurs, tu as besoin de quoi? Là, justement, on est en train de chercher une alternance pour nous soutenir en marketing et communication.
Donc voilà, Où qu'elle soit basée, peu importe. Où qu'elle soit basée, il faut quelqu'un de motivé, voilà, rejoindre une équipe où il y a encore tout à construire. Intéressé par l'horlogerie ou pas? Non, alors vraiment, c'est pas un critère. Comment ils font pour participer, pour postuler? Alors, il m'envoie un email. Parce que je ne vais pas être, les amis, en plus, agence de recrutement. Donc là, il faut vraiment contacter directement sur ton site internet. Il y a un formulaire de contact. Il y a un formulaire de contact. Vous écrivez à pierre@riskers-watches.com. Ok, voilà, c'est pas mal du tout. Donc on a vu 4 modèles de montres. Ouais. On va dire que c'est 4 références distinctes, avec un modèle où il y a des nuances sur le traitement des aiguilles, mais on est toujours avec un modèle 3 aiguilles, date et un cadran qui est différent. Exactement. Ouais. L'idée, c'est que chaque montre est un univers, c'est une montre, un héros, une cause. Ouais. Je précise aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais la cause est toujours choisie par l'ambassadeur. Ouais. Ce qui fait que c'est ce qui les a motivés à rentrer dans le programme. Ouais. Ils ne se rémunèrent pas. Ouais. Donc ça veut dire que Pierre Muller, au lieu d'avoir choisi Douleurs sans frontières, il aurait pu dire non, moi je veux soutenir l'association des secouristes il avait le choix. De Chamonix, etc. En fait, on a beaucoup réfléchi au côté. Nous, on voulait intégrer dans le business model de la montre, on rentre le don dans le coûtant du produit. Ouais. On voulait absolument trouver un système pour que ça ne paraisse pas faux. Et on trouvait que la façon la plus juste de s'engager, c'était finalement de laisser l'ambassadeur choisir, nous juste vérifier qu'il n'y ait pas de dimension politique ou religieuse compliquée. Voilà. Ouais, mais quelque part, parce qu'après, ça rentre en cohérence avec la trajectoire de l'ambassadeur, parce que c'est sa trajectoire de vie. Et du coup, la montre est chargée d'émotions à la fois et est très cohérente, quoi. Parce que son design rappelle le héros, rappelle parfois aussi la cause, parce que là, la Chapter 3, le bleu, représente à la fois la montagne, bien sûr, mais représente surtout la couleur de l'ONG Douleurs sans frontières. Et puis du coup, la vie de l'ambassadeur, on l'a sur l'aiguille des secondes, parce qu'il y a ce orange et jaune qui rappelle la couleur de Dragon 74, qui est l'hélicoptère qui porte secours en montagne. Donc c'est des petites touches. Et d'ailleurs, Pierre Muller, on lui a fait vraiment, lui, la surprise de lui montrer la montre finie. Quand on a vu la montre, il a eu un moment d'émotion en disant oh, c'est Dragon 74. Ah oui. Lui, il était hyper content et donc il était très très fier de mettre cette montre à son poignet. Les amis, on s'est régalé, on a découvert une belle aventure qui est on va dire early stage, selon le jargon, l'anglicisme c'est comme ça. Il faut les aider, pour les aider il y a plusieurs façons de le faire. Commentez cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. L'autre façon de faire, qui ne va pas spécialement les aider, mais qui va vous aider vous, c'est de participer au tirage au sort pour gagner cette Riskers chapitre 3, avec dont une partie, toute cette série chapitre 3 va contribuer à aider l'association Douleurs sans frontières, www.dailyshoes.fr/riskers. La date s'affiche juste là, après c'est fini, vous ne pourrez plus la gagner. Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier. On s'est régalé, je te souhaite bonne chance. C'est très sympa, merci. Merci. Les amis, jeune marque, marque plus ancienne, si vous voulez venir participer sur ta Start-Upper, c'est très simple, vous m'écrivez sur www.dailyshoes.fr. L'idée, c'est simplement que vous puissiez expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est quoi le message que vous voulez donner. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'opportunités, il y a de la place pour tout le monde. Vous le savez, Start-Upper, c'est le programme business de la chaîne. Sinon, si vous voulez participer à d'autres émissions, c'est toujours pareil. Vous me dites de quelle marque et de quelle montre vous voulez parler et on se retrouve sur le canapé. Allez Pierre, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.